6 heures top, les lumières sont devenues vertes. Et alors, on a sauté. J'ai vu le parachutiste là qui descend comme par la pluie. Et alors tout à coup, des rebelles sont arrivés dans nos appartements et nous ont dit « Allez, sortez tous !» Mais là, c'est l'horreur qui a commencé. Et en ouvrant les yeux, j'ai vu autour de moi les corps par terre, ceux qui avaient été tués. Donc on est arrivé, comme on dit, un chouïa trop tard. De se retrouver tout seul comme ça, on aurait voulu être mort. Hein. Je crois qu'on a sauvé 1500, à peu près 1500 Européens. Cette mission humanitaire était une réussite et pour eux, c'était vraiment une libération extraordinaire. Il y avait une mission avec un objectif et pas plusieurs objectifs. Et ceux qui ont pris cette décision ont assumé les conséquences de cette décision. 24 novembre 1964, 6 heures du matin. Ce jour-là, 546 paracommandos belges s'apprêtent à mener la plus grande opération humanitaire de notre histoire. Libérer plus de 1500 Européens, belges pour la plupart. Des otages retenus à Stanleyville, l'ancien nom de Kisangani, dans le nord-est du Congo. Nous sommes en pleine guerre froide. Pour les paras, l'intervention est plus que périlleuse. C'est un véritable saut dans l'inconnu en plein cœur de l'Afrique. Mais pour les otages belges, c'est surtout la mission de la dernière chance. Leur vie en dépend. Une aventure à couper le souffle. Un sujet de Bernard Balto et Michel Mez. Souvenez-vous, le 30 juin 1960, c'est le début de l'indépendance pour le Congo. C'est aussi le début de troubles aussi variés qu'incessants aux 4 coins du pays. Querelles ethniques, sécession, effondrement de l'administration, crise constitutionnelle et autres mutineries dans l'armée. En 1964, cela fait donc déjà 4 années de chaos pour le jeune État indépendant. En janvier, une rébellion conduite par Pierre Moulélé secoue la province du Kwilu. 3 mois plus tard, des troubles éclatent au sud de Bukavu. Le 15 mai, des rebelles appelés Simba, ce qui veut dire lion, s'emparent de la ville d'Uvira, à l'est du Congo. Ils progressent rapidement vers le nord avec en ligne de mire Stanleyville, Stan pour les initiés, capitale de la province orientale. À cette époque, le nouveau Premier ministre congolais s'appelle Moïse Tshombe. En juillet 64, il se rend à Stanleyville pour plaider la réconciliation nationale. Il va même déposer des fleurs devant le monument dédié à son ancien ennemi, Patrice Lumumba, assassiné 3 ans plus tôt. Mais les efforts de Tshombe sont vains. L'atmosphère devient lourde. Un diplomate belge de 28 ans, Patrick Nothomb, jusque-là en poste à Léopoldville, est envoyé sur place début août 64. Sa mission, organiser l'évacuation des Belges qui le souhaitent. J'avais le pressentiment que j'allais vivre une aventure, mais je n'avais pas le pressentiment que nous allions être otages, ni que cette aventure allait durer aussi longtemps. Il faut bien dire qu'à l'époque, j'étais un petit snotneuse de 28 ans que personne ne connaissait sur place. Je n'avais qu'une expérience très limitée du Congo et j'avais affaire à Stanleyville, à la population peut-être de Belges les moins riches du Congo, mais peut-être aussi les plus courageux. Et par conséquent, les Belges et les autres étrangers vivant à Stanleyville se disaient « Nous allons vivre des moments difficiles, mais nous ne risquons pas notre vie ». Alors qu'un petit jeune inconnu vienne leur dire « Vous devez fuir, les femmes et les enfants doivent partir », évidemment, j'avais très peu de crédibilité. Néanmoins, toutes les femmes et tous les enfants qui ont voulu partir sont partis. Les derniers avions sont partis d'évacuation que j'ai appelés dès le 3 août, sont partis à moitié vides. À moitié vide parce que les Belges de Stan ne voulaient pas quitter tout ce qu'ils avaient bâti sur place. Leur famille, leur commerce souvent. C'était le cas du couple Penef et de leurs 2 petites filles, Brigitte et Isabelle. Je me souviens que maman était inquiète, elle écoutait la radio. Le soir, elle était très attentive à la radio. Et c'était le silence à la maison, on devait respecter ça, quoi. Quand les premiers troubles éclatent en 1964, est-ce que vous vous souvenez de la réaction de vos parents? Oui, je crois que même à l'âge que j'avais à ce moment-là, on a perçu une angoisse, une inquiétude qu'ils ont eu assez tard, me semble-t-il, puisque beaucoup de Belges avaient rapatrié leurs enfants, mes parents pas. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Ils nous l'ont dit après, parce qu'ils n'ont pas cru que ça allait dégénérer. Ils étaient chez eux, il n'y avait pas de famille en Belgique, toute la famille se trouvait là-bas, papa étant né là-bas, ils se sont mariés là-bas, je suis née là-bas, donc leur vie était là. Mais les choses dégénèrent rapidement.
L'armée nationale congolaise, l'ANC, commandée par un certain Mobutu, n'offre pratiquement aucune résistance aux Simba qui se rapprochent dangereusement de Stanleyville. Le 4 août, en fin d'après-midi, ils entrent dans Stan. La ville est prise en quelques heures. Les Simba sont pourtant peu nombreux et mal armés, mais drogués au chanvre, ils se croient invulnérables. On n'a jamais cru qu'ils arriveraient. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Étant donné que les autorités étaient rassurantes, disant que l'armée va les arrêter, etc. Donc, franchement, je n'ai jamais cru qu'ils pouvaient rentrer en ville. Ça a été pour moi une surprise. Et pour vous, madame? Oh, j'ai passé même pas. J'ai dit, bof, ça va finir là-bas, ça ne va pas arriver ici. Il y a des militaires, ils vont défendre la ville. On ne croyait pas. Non, en fait, c'était une surprise générale. Quel souvenir est-ce que vous gardez de l'arrivée des rebelles à Stanleyville le 4 août? Un souvenir absolument extraordinaire. J'ai vu les camions de l'armée légale partir au combat vers l'endroit d'où venaient les rebelles, partir au combat en marche arrière pour fuir le plus rapidement possible dès l'arrivée des rebelles. Ils n'ont pas du tout combattu? Ils n'ont pas du tout combattu. L'armée légale congolaise n'était plus payée depuis longtemps, si bien qu'elle fouillait. Elle ne voulait pas risquer sa vie contre les rebelles. D'autre part, la légende était que si quelqu'un tirait contre les rebelles, la balle ricochait sur le corps du rebelle et revenait tuer le tireur. Et beaucoup de monde y croyait? Ah oui, ça, l'armée congolaise légale y croyait. Si bien que tous les soldats de l'armée congolaise tiraient en l'air, et ce qui fait qu'aucun rebelle n'était tué, et que les rebelles, plus que jamais, étaient persuadés qu'ils étaient invulnérables. Et ça, c'était une invention absolument géniale. Et l'on a toujours soupçonné des Chinois d'avoir éduqué en ce sens l'armée rebelle. Ils étaient habillés un peu n'importe comment. L'un avait les ceinturons, l'autre avait les guêtres, un avait les bérets. Au point de vue armes, c'était soit arc, flèche, des faux fusils. C'était rien. C'était 2 escouades de 12 personnes emplumées, armées de bâtons et en criant « Maï, Maï, Moulélé, l'eau de Moulélé nous protège », etc. Et effectivement, ces 25 personnes ont pris la ville de Stanleyville. Mais par la suite, je sais qu'au camp Kétélé, qui se trouvait 2 kilomètres plus en arrière, il y avait 2000 soldats rebelles qui étaient prêts à intervenir avec des vraies armes au cas où c'eût été nécessaire. On a dit qu'il y avait beaucoup d'enfants dans cette armée. Je n'ai pas vu d'enfants ce jour-là, mais par la suite j'en ai vu. Je puis vous dire que au cours des 111 jours que nous avons passés à Stanleyville, il m'est arrivé de devoir négocier avec des enfants de 9 ou 10 ans, armés de vrais fusils, avec de vraies balles. Et le thème de la négociation, c'était « Tu n'as pas intérêt à nous tuer, ça ne t'apportera aucun avantage ». Et je peux vous dire que c'était des négociations difficiles. Ils avaient l'habitude, pour certains, de défiler en ville, en chantant. Tuingie, jeunesse, tuingie, Congo ilipotea, sasa inarudia. Il dit, après jeunesse, Congo il était perdu, maintenant il est de retour. La progression des Simba est fulgurante. Le gouvernement congolais est désemparé et l'inquiétude grandit chez ses principaux alliés, la Belgique et les États-Unis. En pleine guerre froide, les Occidentaux soupçonnent les communistes chinois de tirer les ficelles de cette révolte. Les chefs rebelles démentent, à commencer par celui qui s'est autoproclamé président de la nouvelle République populaire du Congo, Christophe Gbagné. C'est inutile de dire que nous sommes communistes ou pas. Nous sommes des nationalistes. Nous voulons travailler pour ce pays, pour notre pays, sauver notre indépendance et collaborer avec n'importe qui du monde. Voilà, ça c'est une armée saisie des mains des soldats de Mobutu, des agresseurs, donc les ennemis du peuple congolais. Et c'est une arme américaine que la force populaire a saisie. Vous vous considérez comme l'héritier et comme le vengeur de Patrice Lumumba. Comment est-ce que vous allez continuer sa politique? Non, nous sommes les continuateurs de l'œuvre de Patrice Lumumba. Nous ne sommes pas des vengeurs. Parce que quand on fait la politique de vengeance,
C'est une pratique d'extermination. Nous ne sommes pas ici pour exterminer les ennemis de Patrice Lumumba. Mais nous sommes ici pour lutter contre le régime qui fait la honte de notre Congo. Autre grande figure de la rébellion, Nicolas Olenga. C'est le général en chef de l'armée rebelle et le nouveau maître du jeu à Stanleyville. Au départ, les Simba ne semblent pas anti-blancs. Mais dès l'arrivée de ces rebelles à Stan, Belges et Américains comprennent une chose, ils sont otages. Le général Olenga le confirme sans détour à Patrick Nothomb dès leur première rencontre. Nous avons engagé la conversation et finalement il m'a dit, eh bien écoutez, à partir de maintenant, nous vous gardons ici à Stanleyville jusqu'au jour où nous aurons conquis tout le Congo et à ce moment-là, vous serez libre. Alors je lui ai dit, cela veut dire que nous sommes otages. Oui, oui, vous êtes otages, mais ne vous en faites pas, vous serez admirablement protégés et votre vie sera très agréable. Voilà le début de l'aventure. Est-ce que dès le départ, vous ressentez qu'ils sont anti-blancs? Non, non, du tout. Non, parce qu'ils avaient dit, cette guerre, c'est entre nous les Noirs. Les Blancs qui ne nous ont pas aimés, ils ont fui à 60 pendant l'indépendance. Ceux qui sont restés, ceux qui nous aiment bien et ils veulent travailler avec nous. Alors, tu ne pouvais pas toucher un seul blanc. Un qui touchait un seul blanc, il n'y avait pas de jugement, on te tuait sur place. Le combat n'était pas un combat entre Belges et Congolais ou entre étrangers et Congolais. C'était un combat entre Congolais. Et par conséquent, nous étions spectateurs, nous étions absolument neutres. Il pouvait nous sembler que les rebelles étaient sympathiques vis-à-vis de la Belgique. Mais évidemment, cette bonne nouvelle n'a pas duré longtemps parce que très rapidement, les soldats rebelles ont commis des exactions, ont battu des gens, ont commis des pillages, etc. Les dirigeants de l'armée rebelle au départ ont certainement essayé de nous protéger, mais eux-mêmes y parvenaient très, très difficilement. Mais de toute façon, nous étions otages et quand on est otage, on est en danger de mort. Ça, il n'y a rien à faire. Les otages blancs savent donc que la situation est critique. Mais les premières victimes des Simba sont les Congolais. Pour tous ceux qui sont même indirectement liés au gouvernement central de Léopoldville, l'issue sera effroyable. Des massacres sont organisés en public et pas n'importe où, devant le monument Lumumba, tout un symbole. Tous les gens qui, de près ou de loin, avaient touché au pouvoir précédent étaient kidnappés et massacrés sur le champ. Pendant les premiers jours, des cadavres jonchaient le sol absolument partout. Ceux qui n'ont pas fui, je t'ai tué. Directement? Ah bah oui. Chaque fois quand on devait tuer quelqu'un, la population, je t'ai invité pour assister à ça. Ou bien on te coupe d'abord les mains, les jambes, on te laisse comme ça. En public? Ah, oui, et alors on demandait, il était gentil? Non! On peut les tuer, oui. Et puis il y avait un monsieur qui était là, il ouvrait le torse, il sortait les cœurs, il mangeait sur place. Mais la majorité de la population ne cautionnait pas ces pratiques. Je pense que, à mon avis, il y avait une bonne partie de la population qui était pour la rébellion, contre le gouvernement central. Mais de là à cautionner ce qui se passait, non. Que se passe-t-il en Belgique à ce moment-là? Que sait-on? Chez nous, on commence à prendre la mesure réelle du danger que courent nos compatriotes présents au Congo, et ce d'autant qu'on n'a plus aucune nouvelle d'eux. Paul-Henri Spaak, alors ministre des Affaires étrangères, espère toujours une solution politique. Il multiplie les contacts diplomatiques avec l'Afrique, mais ses tentatives piétinent, le temps passe et l'inquiétude monte. Il faut vous dire d'abord que nous avions été complètement coupés du monde. Les rebelles ont décidé de couper toutes les communications avec le reste du monde. Et par conséquent, il ne nous était plus possible d'avoir de contact avec notre ministère ou avec notre ambassade ou avec n'importe qui à l'extérieur. Mais juste avant que nous ne soyons coupés du monde, j'ai reçu un télégramme de M. Spaak, notre ministre des Affaires étrangères, un télégramme vraiment génial. Il m'a dit
vous allez vivre des moments extrêmement difficiles. Dans ces circonstances, sachez que vos actes n'ont aucune valeur politique et que vous êtes autorisé à faire tout ce que vous pouvez imaginer pour protéger vos compatriotes. Donc ça voulait dire, blanc-seing, vous pouvez faire n'importe quoi, vous serez couvert. Et ça a été un atout considérable pour moi. Et c'est quelque chose d'assez rare, parce que ça veut dire qu'un ministre estime que la mission qu'il a confiée à quelqu'un est à ce point importante qu'elle prime sur les embêtements que lui risque d'avoir en fonction des prises d'opposition que son émissaire a prises. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas lui donner carte blanche, c'est lui dire ce que vous estimez utile de faire pour la mission principale qui est la vôtre, qui consiste à protéger ces personnes. Ce que vous faites, nous vous couvrirons après. Gbénié m'a dit, je trouve que le gouvernement belge devrait reconnaître le gouvernement de la République populaire de Stanleyville. Je lui ai dit, du Congo, Stanleyville. J'ai dit, c'est une excellente idée. Je suis retourné au consulat et le lendemain, je suis revenu et je lui ai dit, j'ai une grande nouvelle, le gouvernement belge m'autorise à reconnaître la République populaire du Congo. Les rebelles savaient très bien que ce n'était pas vrai, puisque je n'avais aucune possibilité d'avoir des contacts avec le gouvernement belge. Mais Gbénié a trouvé que c'était de son intérêt. Et donc, il a publié partout que le gouvernement belge les reconnaissait. Donc, j'ai commis là un crime diplomatique terrible de reconnaître motu proprio un gouvernement rebelle, mais j'étais autorisé à faire n'importe quoi pour protéger mes compatriotes. Durant ces semaines de captivité, Patrick Nothomb sera à la fois l'interlocuteur des rebelles et le bouclier des otages. Il ne manquera ni d'imagination ni d'audace pour protéger ses compagnons d'infortune. Il sera aidé dans sa tâche par certains d'entre eux, mais aussi par un allié technique. Si les Belges de Stan sont coupés du monde et même du reste du Congo, dans la ville par contre, le téléphone fonctionne parfaitement. Plus rien ne fonctionnait à Stanleyville, sauf une chose, le téléphone. Le téléphone fonctionnait en permanence. Et en permanence, on pouvait donc nous appeler m'appeler dans l'appartement où je me trouvais, où je pouvais appeler les autres Belges. La règle était qu'aucun Belge ne devait passer une nuit en prison, parce que pendant la nuit, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Il aurait très bien pu être tué par un Simba ivre. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, on a directement commencé à manquer de vivres et de produits, étant donné que plus aucun ravitaillement n'arrivait de Léopoldville. Et tous les camions ayant été réquisitionnés par les rebelles, il n'y avait plus aucun ravitaillement venant de l'intérieur du pays sur Stanleyville. L'économie s'est écroulée. Voilà. En fait, il faut dire que Stan dépend, au point de vue alimentation, entièrement de l'extérieur. Il ne produit pas suffisamment sur son propre territoire. Donc directement les pénuries ont fait jour, quoi. Pendant ce temps, les rebelles continuent d'avancer à l'ouest et au nord-est. Le 4 septembre, ils sont à Ikela et quelques jours plus tard à Bwende. À l'horizon se profile leur cible principale, la capitale, Léopoldville. Au nord-est, les cités de Police et Watsa sont déjà sous leur contrôle. Là aussi, il y a une communauté belge dont de nombreux religieux. La plupart ont décidé de rester sur place. À Watsa, c'est le cas des sœurs dominicaines. Nous avions décidé que ne reste rien là-bas. Nous avions pris ensemble, nous avions prié et nous avons vu ce qui se passait autre part. On a dit, non, nous allons rester ici. Et nous sommes restés là-bas. Et qu'est-ce que vous faisiez sur place? J'étais infirmière à la maternité, à les consultations de nourrissons. Donc je connaissais beaucoup toutes les femmes qui avaient des enfants, etc. Donc vous étiez totalement intégrée à la population là-bas sur place? Oui, tout à fait. Le matin, on partait, on travaillait, on revenait pour dîner, puis on retournait l'après-midi, etc. Et on allait la nuit quand on vous appelait à la maternité. Quel souvenir est-ce que vous gardez de la vie quotidienne à Watsa avant l'arrivée des rebelles? C'était un endroit où il faisait bon vivre pour vous? On était très bien.
À Bruxelles, on continue de penser que la rébellion des Simba est une affaire interne. La Belgique ne doit donc pas s'en mêler. Cependant, impossible de rester indifférent à ce qui se passe dans notre ancienne colonie. En cette année 1964, 4 ans après l'indépendance, 40 000 Belges y sont encore implantés. En cas d'effondrement du pouvoir central congolais, leur sort serait incertain. Il faut dès lors envisager toutes les hypothèses, y compris celle de la force. Un colonel belge, Frédéric Van de Waal, est contacté par le ministère des Affaires étrangères. On lui demandait d'organiser une force armée congolaise susceptible de reprendre les territoires qu'il ne contrôlait plus. Parce qu'on a l'impression que la Belgique doit être là sans y être à ce moment-là. C'est absolument ça. C'est-à-dire que la Belgique ne peut pas apparaître comme étant l'opérateur d'une mission qui ne peut être qu'une mission congolaise. Frédéric Van de Waal est l'homme de la situation. Conseiller personnel du Premier ministre Tshombe, il a été chef de la sûreté avant l'indépendance. Il connaît donc parfaitement le Congo. Fin stratège en terrain hostile, il est aussi reconnu pour son sens du commandement. Le colonel belge se met donc au service du gouvernement central congolais pour mettre au point un dispositif anti-rébellion. Il demande le recrutement de volontaires spéciaux, entendez, des mercenaires. Nous avons pensé qu'il était mieux que ce soit un Belge en qui on avait confiance, auquel Tshombe confierait cette mission, que d'avoir je ne sais pas quel aventurier généralement quelconque, qui allait être complètement peu soucieux de ce qui arrivait à la population, qu'on pouvait tirer à tort et travers et faire n'importe quoi. Donc c'est un choix difficile et qu'on a fait pour ça. Mais il y a des mercenaires belges, malgré tout. Il y a des mercenaires belges, effectivement, qui sont là, qui c'était avant la loi qui a été prise en Belgique, rendant condamnable des Belges qui s'engagent comme mercenaires, donc ils étaient en droit de le faire. Dans quelles circonstances, dans quelles conditions s'est fait votre recrutement? Ça, c'était très secret. Hein. C'était toujours par personne interposée. On connaissait quelqu'un et alors, bon, on s'est adressé à cette personne. Et lui, il nous a obtenu nos billets d'avion. Il nous a donné nos billets d'avion et 2 jours après, on était à Léopoldville. Donc, pourquoi était-ce très secret? Parce que le gouvernement belge ne voulait pas que ça se sache, évidemment. Mais il savait très bien qu'on allait partir, qu'il fallait des mercenaires. Il demandait qu'une chose, c'est qu'il y en ait, parce que s'il n'y avait pas eu de mercenaires, ce seraient nos miliciens qui seraient partis. Hein. En septembre, le dispositif anti-rébellion est au point. Il prend la forme d'une brigade mécanisée. On y trouve des mercenaires belges, mais aussi français, anglais et sud-africains, d'anciens gendarmes katangais et des troupes gouvernementales congolaises. Le tout encadré par une 50aine de conseillers militaires belges, ce cortège hétéroclite est rapidement rebaptisé Ommegang. C'est Van de Waal, sur la terrasse du Regina à Léopoldville, qui nous a bien dit, voilà, il faut organiser un cortège avec renfort de blindés, d'avions, de mouvements de véhicules et de troupes, pour faire quelque chose d'assez volumineux, un peu dans le style de l'Ommegang de Bruxelles. C'est ainsi que le nom de l'Ommegang est resté aux colonnes. L'idée étant que c'est une guerre civile, le but n'est pas de faire une bataille d'anéantissement et de tuer les rebelles, mais bien de leur laisser une porte de sortie, de leur faire peur et qu'ils décampent. La mission de l'Ommegang est même encore plus claire, reconquérir tout l'est du Congo au profit du pouvoir central. Début novembre, les colonnes mécanisées prennent le départ à Kamina. Leur principal objectif, Stanleyville, 1200 km à parcourir en passant par Kindu et Lubuntu. Dans cette région hostile, le trajet s'annonce pénible et périlleux. Mais au fil des kilomètres, cité après cité, des centaines d'otages sont libérés. Le 5 novembre, l'Ommegang reprend la ville de Kindu. Là, un jeune journaliste de la télévision belge se joint à l'aventure. Comment est-ce que vous avez réussi à vous y joindre, justement? Alors j'ai commencé par aller à Kindu, et puis là, il n'y avait plus rien, plus un Européen, mais la ville était libérée, et donc on
On a essayé de se loger dans d'anciens bureaux de la Sabena où restaient quelques matelas. Et puis on a attendu. Et puis j'ai négocié finalement avec celui qui était responsable de la colonne, un Belge, le colonel Van de Waal, qui m'a dit, moi, c'est pas possible, je peux pas vous prendre comme ça, à moins que vous me fassiez quelque chose. Et donc il me manque un chauffeur pour mon petit camion d'intendance pour l'état-major. Bon, ben, moi je suis votre chauffeur, si je peux avoir une place pour mon caméraman et une autre pour le preneur de son. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pu me joindre, que toute l'équipe a pu se joindre à eux. Je crois que les Français avaient fait la même chose d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on est parti de Kindu vers Stan. Et alors, il y avait quelques mercenaires belges, mais il y avait surtout des mercenaires français, des anciens d'Indochine, des anciens d'Algérie. 61 d'Algérie. Il y avait beaucoup de Sud-Africains qui ne pouvaient pas tuer des Noirs chez eux. Alors là, ils étaient payés pour venir en tuer au Congo. Mais est-ce que vous avez assisté à des dérapages ou autre? Je n'ai pas assisté vraiment à des dérapages. Les dérapages étaient surtout produits à Kindu. C'était l'époque tout de même où certains mercenaires, dès qu'ils libéraient une ville, ils commençaient par libérer la banque. Voilà, c'est le genre de gars avec lequel il fallait vivre. Oui, il y avait des Belges, il y avait même une Belge, une femme, d'Elisabethville, à l'époque, à Lubumbashi maintenant, qui s'était enrôlée aussi dans la colonne comme infirmière, et que j'ai interviewée à l'époque. Madame, vous êtes la seule femme de cette colonne, de cette expédition vers Stanleyville. Pourquoi êtes-vous là? Pour aider tous ceux qui sont blessés. Vous êtes infirmière? Oui, monsieur. Vous étiez infirmière en Belgique? Non, monsieur. J'ai fait mes cours ici, en Afrique. Et vous êtes porté volontaire pour cette expédition? Oui, monsieur. Pour quelle raison? Parce que j'aime l'Afrique et en même temps, j'aime secourir les gens. D'autant plus les Européens qui sont ici. Pourquoi d'autant plus les Européens? Parce que les Noirs n'en valent pas la peine. Et puis, il y avait tout de même quelques détachements de l'armée nationale congolaise qu'il valait mieux ne pas avoir derrière soi, parce que quand il y avait une embuscade, ils tiraient, mais un peu n'importe où pour se protéger, ce qui n'était pas drôle, évidemment, parce qu'on ne savait jamais où ils allaient tirer. Plus la brigade avance, plus les rebelles perdent du terrain. Face aux mercenaires et aux officiers belges, ils ne peuvent plus jouer l'intimidation avec leur prétendue invulnérabilité. Mais ces premiers revers arrivent rapidement aux oreilles des Simba postés à Stan. Et ils savent que parmi les responsables de leur déroute, il y a des Blancs. Alors, à partir de ce moment-là, le mythe, l'idée que nous étions des neutres amis reconnaissant la République populaire du Congo, en a pris un fameux coup. Et, vous avez vraiment senti le vent tourner? J'ai senti le vent tourner. Très rapidement, mes contacts avec Beignet et avec les chefs rebelles sont devenus de plus en plus difficiles, de plus en plus orageux. Alors, étant autorisé à faire n'importe quoi pour protéger mes compatriotes, j'utilisais le système du dernier message à M. Spaak. Et alors, on m'amenait à la radio des rebelles à Stanleyville. C'était le seul endroit où l'on pouvait communiquer avec l'extérieur. Et là, j'écrivais un discours délirant où je traitais mon ministre de criminel et lui demandais de changer sa politique criminelle, etc. Et j'étais autorisé à lire, après censure, à lire ces messages et avec un revolver dans le cou pour le cas où j'aurais fait un changement dans le texte. Cessez votre politique criminelle, pour moi, cela voulait dire venez à notre secours. Donc là, M. Spaak avait le choix entre deux solutions, ou bien croire que j'étais devenu complètement fou, ou bien se rendre compte que la situation était vraiment devenue très dangereuse. Il a heureusement choisi la deuxième proposition. Les choses s'enveniment encore. Le 27 octobre, le général rebelle Olenga déclare aux otages que ni plus ni moins une bombe atomique de fabrication belge, s'il vous plaît, a été larguée sur ses troupes dans le Nord Kivu. De rage, il ordonne l'arrestation de 300 ressortissants belges à Stan. Hommes, femmes et enfants sont regroupés à l'hôtel des chutes. Les pires scénarios deviennent envisageables. Il y a une camionnette qui est passée avec des militaires rebelles et ils nous ont fait descendre. Donc on est descendu, ils nous ont demandé de présenter nos papiers. On a présenté nos pièces d'identité.
Donc moi, belge, allez hop, embarqué. Et il procédait de la même façon partout où il passait. On n'a rien pu prendre avec nous. Là, j'ai vu l'affolement de mes parents, nous aussi. Je me souviens, une petite anecdote, quand je suis rentrée dans la voiture dans laquelle ils nous ont emmenés, j'étais sous les genoux. Je pense que c'est les genoux de mon oncle, sur la place avant, la place passager avant, et au moment de fermer la portière, clac, mes doigts sont coincés dans la portière, je veux hurler, on me met tout de suite la main sur la bouche pour ne pas énerver les Simba qui nous prenaient, parce qu'ils étaient énervés à ce moment-là. J'ai le souvenir d'avoir pris conscience que c'était grave, l'heure était grave, et on me retenait de pleurer, donc on apprend vite à se retenir de pleurer. Ensuite, on nous amène à l'hôtel des Chutes, où là, tout le monde est là. Je vois des familles qui sont en pleurs, des familles qui se serrent dans les bras. Je vois à un moment donné, ils veulent séparer les hommes et les femmes. Mais ça, c'est affolant de voir qu'on n'arrache papa de la famille. On voit qu'ils veulent défaire des jeunes garçons qui doivent avoir une quinzaine d'années. Ils estiment qu'ils doivent partir avec les hommes. On voit des mères qui s'accrochent à leurs jeunes garçons. Voilà, il y a eu des moments violents à ce moment-là. Là, franchement, on se posait des questions. Que va-t-il se passer? Que va-t-on faire de nous? Monsieur Nothomb, consul général, est intervenu. Il était toujours là pour protéger les Belges. Il s'est toujours mis en avant. A reçu une gifle magistrale d'Olenga en lui disant qu'il se taise. Bon, là, on a compris que ça va mal. Donc, par groupe, on est parti dans différents camps militaires. Rien que les hommes. Rien que les hommes, parce que les femmes, ils ont resté à hauteur dessus. Elles sont restées. Environ 300 Belges sont donc séquestrés. Les hommes dans des camps, les femmes et les enfants à l'hôtel des Chutes. Côté américain aussi, plusieurs diplomates en poste à Stanleyville sont emprisonnés. Les Simba sont particulièrement hostiles envers le docteur Carlson, un missionnaire qu'ils accusent d'être agent de la CIA. L'affaire fait grand bruit aux États-Unis dans une période où la campagne présidentielle bat son plein. Voici peut-être pour la Belgique un allié de poids. C'est dans cette atmosphère tendue que début novembre 64, Paul-Henri Spaak se rend à New York. Ses espoirs d'une solution diplomatique se sont envolés peu à peu. Il rencontre les autorités américaines et celles de l'ONU. Les Américains ne cachent pas leur volonté d'agir. Dans le plus grand secret, une opération belgo-américaine est décidée. Elle sera aéroportée. Les Américains fourniront les avions, une escadrille de C-130 conduite par le colonel Gradwell de l'US Air Force. Les Belges fourniront les hommes, des paracommandos emmenés par le colonel Charles Laurent. Et que nous demandait-on? On nous demandait d'aller libérer des otages qui se trouvaient à plus ou moins 10 000 kilomètres de la Belgique, au centre de l'Afrique, à Stanleyville, prisonniers de rebelles. Personne ne savait où étaient les otages, personne ne savait exactement où étaient les rebelles, sinon à Stanleyville ou dans la région. Autre difficulté, les critiques que pareille intervention pourrait déclencher sur la scène internationale. 4 ans après l'indépendance du Congo, la Belgique ne veut en aucun cas être accusée de néocolonialisme. 2 mots d'ordre donc, rapidité et discrétion. Chez nous, les 3 décideurs sont Théo Lefèvre, Premier ministre, Paul-Henri Spaak pour les affaires étrangères et P.O. Segers à la défense nationale. Monsieur Spaak, après m'avoir serré la main, m'a simplement demandé, colonel, est-ce que vous réalisez pleinement combien votre mission est délicate compte tenu de l'opinion internationale? Surtout, pas de perte inutile parmi la population noire. Je lui ai répondu, monsieur le ministre, les parachutistes n'ont pas l'habitude de tirer sur des gens désarmés. Les paracommandos belges sont mis en état d'alerte dès le 13 novembre. Pendant ce temps, au Congo, la colonne de l'Ommegang continue sa progression. Les dangers ne viennent pas seulement des rebelles, les obstacles sont aussi naturels. La brigade les franchit sans encombre, comme ici la rivière Loa, à 200 km au sud de Stanleyville. La résistance est faible face à ces colonnes mécanisées.
Mais de temps à autre, les Simba tentent de créer des embuscades. On faisait précéder les colonnes d'un strafing aérien. Hein? C'est-à-dire, là, la moindre, on voyait les fûts, des troncs d'arbres, etc. en travers de la route, donc c'était une embuscade possible. On strafait un bon coup dedans, etc. Et quand les colonnes passaient, c'était dans le beurre. Alors on avait une liaison sol-air avec les avions. Et quand on tombait sur une résistance, on envoyait les avions qui lâchaient 2 roquettes et puis c'était terminé. Les nombreux rebelles capturés sont, eux, livrés aux soldats de l'ANC. La vengeance est immédiate. Dernière étape pour l'Homme Gang, le trajet Lubbutu-Stanleyville. Il se fera de nuit et donc sans appui aérien. La fièvre monte. Sur le chemin, la bataille fait rage. Il y a des victimes dans les 2 camps. À vrai dire, j'ai eu à plusieurs reprises très peur. Parce que moi, j'ai pas fait mon service militaire et j'ai pas l'habitude d'être au milieu d'embuscades. D'autant que c'était souvent la nuit et que c'était des balles traçantes. Alors c'est très impressionnant, les balles traçantes. Parce qu'on voit quand ça part, mais on ne voit pas du tout où ça va arriver. Et bon, et alors, je me souviens d'un brave adjudant qui est venu m'apporter, buvait ça, j'ai bu, c'était du whisky. Après ça, ça allait mieux, je dois dire. J'ai compris pourquoi, dans toutes les guerres, avant un assaut, on offre joyeusement quelque chose à boire à ceux qui vont lancer l'assaut. On a des images de vous, hein, au volant, on voit que malgré tout, vous n'emmenez pas large. Mais c'est vrai que je ne riais pas, non. Ça n'est pas drôle. Je ne vous conseille pas ce genre de promenade. Dans les camps rebelles de Stanleyville où ils sont toujours retenus prisonniers, les otages masculins ont peur et soif. Ils doivent leur survie au courage de certains Congolais. C'est à ce moment-là que j'ai acheté des cigarettes et il y avait plusieurs barrages. Je venais là et puis j'ai donné un paquet de cigarettes. Il m'a fait passer. Donc pour pouvoir aller voir votre mari, vous deviez négocier, corrompre oui. les gardes. Oui. Et alors, j'ai dit, j'ai amené à manger. Il dit, on n'a pas faim, mais on a soif. Alors, j'ai pris de l'eau, je suis venue. C'était à ce moment-là qui était terrible pour moi. Quand on a ouvert la porte, tu as vu tous ces hommes-là qui sont sortis, on dirait les vaches qui n'ont plus bu, je ne sais pas combien de temps, tous les têtes dans l'eau, tellement qu'ils avaient soif. Le sort des femmes et des enfants enfermés à l'hôtel des Chutes n'est pas beaucoup plus enviable. Notre famille était enfermée, nous étions combien dans une chambre de 2 personnes, nous étions 3 et 3, 6, 7. Nous étions 7 personnes dans cette chambre-là. C'était notre famille, en tout cas les femmes et les enfants de notre famille. Mais il arrivait qu'on puisse sortir de cette chambre et du coup on courait, on descendait les étages suivants, rencontrer d'autres enfants. Et de temps en temps, nous rencontrions un Simba. J'ai le souvenir d'un Simba qui me paraissait très laid, très menaçant, très vieux, des yeux très globuleux, avec un regard vraiment menaçant. Et quand on courait dans les couloirs, il nous faisait le signe comme ça. Donc, on a compris. J'ai compris. Je suis sûre que j'ai compris. Est-ce que ça... Tout de suite, rentrer dans les chambres et tétanisé de peur et ne plus bouger. Vous aviez beaucoup de contact avec les autres familles? Maman, oui, parce que maman circulait de chambre en chambre et elle s'était proposée pour être un peu secouriste auprès des autres familles. C'est comme ça que je sais qu'elle a apporté de l'aide morale et plus, je n'en sais rien, à des femmes qui avaient été violées dans l'hôtel. J'ai le souvenir d'avoir entendu crier, d'avoir entendu pleurer des femmes. Et je demandais pourquoi. Et bon,
C'est après que j'ai su que c'était des viols. À ce moment-là, maman disait elles ont été maltraitées. Voilà. Tous les Belges se sont conduits de façon extrêmement courageuse et cela faisait partie de l'instinct de conservation parce qu'on s'aperçoit dans des circonstances pareilles qu'il est beaucoup plus sûr d'être courageux que d'être lâche. Si vous êtes lâche, vous risquez beaucoup plus de mourir que si vous êtes courageux. Mais on semble se diriger vers une issue dramatique. Début novembre, les Simba reçoivent de leur chef un télégramme sans équivoque. Américains et Belges doivent être gardés en lieu sûr, stop. En cas de bombardement en région, exterminez-les tous, sans donner d'explication. Signé Général Olenga. Le cauchemar des otages, qui dure déjà depuis plus de 3 mois, atteint son paroxysme. D'ultimes tentatives diplomatiques ont lieu jusqu'au 22 novembre, en vain. Il n'y a plus de temps à perdre, les paracommandos belges sont prêts, les C-130 américains aussi. Et alors, ce qui est remarquable, c'est qu'au fond, le 1er bataillon parachutiste a été mis sur pied de guerre en un jour. En 24 heures, on était prêt. Tout le monde était prêt. Et à ce moment-là, vous posez des questions? Et alors, non, on ne savait toujours rien, on savait toujours rien. Non, alors nous étions consignés, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas téléphoner, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas écrire, on ne pouvait pas recevoir de visite. Et le soir, il y a quoi, une quarantaine de camions qui sont arrivés de Louvain. Et nous sommes partis à Kleine-Breugel. Vous savez, c'était fin novembre, il faisait noir, dans une petite pluie fine. On est arrivé là-bas et on a vu des avions qu'on n'avait jamais vus. C'était les premiers C-130. Donc c'était des avions énormes. Nous avions des vieux C-119 qui dataient de la guerre. Et ces avions étaient en aluminium frappés de l'étoile américaine. Et les C-130 américains étaient les bienvenus parce qu'ils avaient un rayon d'action qui permettait d'atteindre depuis la Belgique facilement nos objectifs, Kamina et Stanleyville. Le 17 novembre 64, 12 C-130 américains décollent de la base de Kleine-Breugel en Campine. À leur bord, un bataillon de para et une compagnie de commandos belges. Quelques heures plus tard, ils atterrissent à Ascension, un îlot perdu en plein Atlantique Sud. Parmi ces appelés, beaucoup sont très jeunes. Officiellement, ils participent à des manœuvres de l'OTAN. En réalité, ils s'apprêtent à mener la plus grande opération de sauvetage de notre histoire. L'opération Dragon Rouge est lancée. On atterrit à Ascension et là on découvre l'été, en fait, alors qu'on était en novembre dans l'hémisphère nord. Et là on fait du camping, sur du sable rouge avec nos tentes. On passe le temps, les 2-3 jours où nous sommes restés là-bas, à découvrir les joies des self-service américains qui n'existaient pas encore en Belgique, qui sont arrivés quelques années après. Et puis certains se baignaient, d'autres où tout le monde probablement vérifiait ses armes. Et alors les Américains étaient un peu inquiets parce qu'on ne s'entraînait pas. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'on sortait de 10 mois d'entraînement, qu'on était tout à fait prêt. On a aussi fait ce qu'on appelle le drill de saut du C-130. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, on ne sort pas d'un avion comme on sort d'un autre. Si on veut éviter des problèmes à l'ouverture du parachute, il faut sortir dans une certaine attitude. Donc on a dû apprendre à sortir de cet avion. On a passé du temps à faire ça. Et puis il y a eu les briefings, évidemment. Donc on nous a dit, mais voilà ce qui va se passer, c'est Stanleyville, voilà en gros le plan de la ville, voilà où on va sauter sur l'aérodrome, et puis il faudra se rendre au centre de la ville, etc. Le 22 novembre, les paracommandos sont transférés sur la base congolaise de Kamina. Ils n'y resteront que 2 jours. Le 23 au soir, la nouvelle tombe. Feu vert des autorités belges avec l'accord du gouvernement Tshombe. Le lendemain à l'aube, à 6h pile, ils sauteront sur Stanleyville, J-1. Et alors le major Mine, qui était chef du 1er bataillon de parachutistes, est monté sur un fût, sur une espèce de tonneau. Et alors il a harangué ses troupes. Et il a dit, écoutez, voilà, vous êtes des paras, vous allez sauver des gens, vous allez sauver des vies. Je compte sur vous pour que vous remplissiez bien votre mission. Il a dit pour les paras et pipi pourra. C'était extraordinaire, il y avait une ambiance fantastique. Et puis on est parti vers les avions. Quand vous avez 60 moteurs qui tournent en même temps, dans le ciel d'Afrique, qui est constellé d'étoiles, le ciel est noir, vous avez des étoiles, et vous avez ces longues colonnes de parachutistes dans la nuit qui avancent vers les avions, dont les moteurs tournent, vous voyez les lumières, et vous vous installez dans l'avion, eh bien, il y a une atmosphère, on y va. Nous allions là, non pas pour faire la guerre, mais pour sauver des gens. Et ce choix a déterminé la composition même de la force opérationnelle que nous prenions. Nous avons sacrifié toutes les armes lourdes au profit du nombre d'hommes.
Et c'est ainsi que nous avons pu mettre 546 paracommandos dans les avions. Et la part d'inquiétude ici était grande, puisque nous allions sauver des gens et nous ne savions pas où ils étaient. On savait qu'ils étaient dans la région de Stan. Mais si, par exemple, les Simba les avaient évacués la veille de notre saut, ils pouvaient les exterminer à 10 km de Stan dans la forêt, et nous n'aurions jamais pu rentrer à Bruxelles et expliquer que nous n'avions trouvé personne. Le 20 novembre, nous avons été sortis de prison. Pourquoi? Parce que Jomo Kenyatta, qui était le président du Kenya et qui était un vieux sage de l'Afrique à l'époque, Jomo Kenyatta exigeait des rebelles qu'ils libèrent leurs otages. Egbenye disait je ne peux pas libérer les otages, mais je puis vous assurer, Monsieur Kenyatta, que ces otages sont en bonne santé et qu'ils vivent une vie de rêve. Alors Kenyatta a dit eh bien, je veux bien vous croire, mais je viens vérifier sur place. Alors Egbenye était terrorisé et nous a fait tous sortir de prison et on a mis tous les otages qui étaient encore en prison, on nous a mis dans un hôtel Victoria, c'était un appart-hôtel où il y avait plusieurs appartements pour des Belges de passage. Et nous étions parqués à 10 par appartement, c'était très confortable. On nous a obligés à nous raser, on nous a obligés à nous laver, à redevenir présentables pour que Egbenye puisse présenter à Kenyatta des otages en bonne santé et heureux de vivre dans son régime. Voilà, je me souviens qu'à dans cette chambre-là, il fallait garder les tentures fermées. C'était une chambre qui devait rester dans la pénombre. Je ne sais pas pourquoi, mais je me souviens que ces tentures étaient perpétuellement fermées. Et il m'a semblé que l'ambiance était plus détendue. Mais est-ce que c'est parce que moi, petite fille, j'avais retrouvé papa et les oncles? Ça paraissait nettement plus rassurant aussi. Ça commence bien. Crème glacée au spéculoos Lotus, maintenant en portion individuelle. Lotus, riche en amour. Prêt à relever le défi Fusion ProGlide? Allô! Alors ce rasage, comment ça se passe? Ça accroche, ça me tire les poils quoi. Regarde ça. Le rasage peut provoquer une désagréable sensation d'à-coups et de tiraillement. C'est pourquoi Gillette a créé le nouveau Fusion ProGlide. Ça glisse vraiment. Il n'y a pas d'à-coups, c'est magnifique. Le nouveau Fusion ProGlide possède les lames les plus fines jamais créées par Gillette pour une sensation de glisse incomparable et moins d'à-coups et de tiraillement. Le rasage devient glisse et les sceptiques sont convaincus. Je pars avec de suite. Hein. Le ProGlide? ProGlide. Nouveau Fusion ProGlide. Chez Pizza Hut, lors d'une réunion d'affaires. Ouh là là, ça sent pas bon du tout ça. Et voilà, t'es grillé. À moi la promotion. Une belle bande de lèche-bottes. Bon, on mange. Si vous saviez, entre le patron et moi... C'est la cata. Je joue ma tête, là. Enfin, on mange. Un max de fromage, de légumes ou de viande dans une énorme pâte à pizza, la Pizzone de Pizza Hut. Si vous pensez que les longs trajets sont toujours monotones et que les voitures spacieuses consomment beaucoup, si vous pensez que les voitures ne peuvent être clairvoyantes, ou si vous pensez que les breaks sont moins sexy, prenez le volant de la nouvelle i40. Hyundai. New thinking, new possibilities. Ce que vous mangez vous suit partout et provoque des attaques acides sur vos dents. Mâcher Frident sans sucre après chaque repas vous aide à stopper ces attaques acides et à retrouver des dents propres et saines. Frident, pour des dents propres et saines. Un repas, un café, un Frident. La nuit du 23 au 24 novembre 64 est une belle nuit étoilée. Les otages qui tentent de trouver le sommeil à l'hôtel Victoria ignorent qu'au même moment, des C-130 chargés de paracommandos belges se rapprochent doucement de Stanleyville. L'heure de la délivrance est imminente. Dans les avions aussi, on essaye de dormir et de ne pas penser. Et alors, vers 5h30 du matin, on nous a réveillés. Et alors, on était assis l'un à côté de l'autre, sur des bancs. Hein. On était assis l'un à côté de l'autre.
Et alors, on a fait enlever nos vestons, donc on a remis nos équipements, donc on a baissé nos manches, on a mis nos parachutes ventrales, le parachute dorsal, puis ce qu'on appelle le travelling back, puis on a mis nos armes. Et alors, on s'est levés tous, on s'est tourné vers la droite, on a replié, si vous voulez, les bancs qui sont en toile, et on s'est tourné vers les portes. Il était déjà vers 6h moins 10. Et alors, on a accroché la ligne statique qui ouvre le parachute, on l'a accroché à un câble, et alors, ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe de l'équipement de celui qui est devant soi. Donc, moi, j'ai mis mon genou dans le dos de celui qui était devant moi, j'ai tiré sur les sangles pour bien serrer le parachute, celui qui était derrière moi a fait la même chose, et puis l'avion a commencé à bouger donc, et à se mettre dans l'axe de la piste. On a ouvert les portes, et on a vu une sorte de brouillard, comme ça, et on a survolé le fleuve Congo. Le 24 à 6h du matin, nous avons tout à coup été réveillés par des avions qui sillonnaient le ciel et qui faisaient des tours autour de la ville. Il faut vous dire que l'aéroport de Stanleyville était bloqué depuis 4 mois, donc plus aucun avion n'était passé au-dessus de chez nous. J'ai entendu à un moment donné que est-ce papa ou un de mes oncles qui semble avoir entendu un bruit d'avion. Et à ce moment-là, il y a eu hésitation entre joie et peur. Mais par le bruit, vous vous êtes dit, ça y est? On s'est dit, il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Et dans cet avion, il faisait noir, il y avait des lumières rouges. Et à 6h top, les lumières sont devenues vertes. Et on a entendu, vous savez ce qu'on entend souvent dans les films, le bruit d'une sirène. Et alors, on a sauté. On a dû sauter à 250 mètres, on a sauté, ou même plus bas, je crois, 220 mètres. C'était très, très, très rapide. J'ai vu le parachutistes là qui descend comme par l'appui, là, j'ai dit c'est comme au cinéma. Et alors j'ai regardé au-dessus de ma tête et on voyait tous les avions qui passaient l'un derrière l'autre et tous les paras qui sautaient, ça c'était assez impressionnant. Puis ça a commencé à canarder, très fort, de la tour de contrôle. Atterrissage sans douleur malgré quelques rafales et quelques coups de feu Simba au moment du survol. La mitrailleuse qui avait tiré au moment du parachutage est prise sans combat et les troupes chargées de pénétrer dans Stan entament leur progression vers la ville. Les renforts peuvent alors atterrir, amenant à pied d'œuvre notamment les hommes de la 12e compagnie commando, des jeeps et des AS-24 et des munitions diverses en réserve. Nous sommes sur l'aérodrome, c'est un point essentiel, parce que si nous n'avons pas l'aérodrome, nous ne pourrons pas évacuer les otages. Donc, il était bien clair que dans ma mission, il fallait s'emparer de l'aérodrome, de le rendre utilisable en neutralisant les armes anti-aériennes qui se trouvaient autour, les Simba qui se cachaient dans la forêt. Mais pour être tout à fait honnête, leur salut est venu dans la vitesse de leur course. Entre-temps, un incident notable et favorable s'est produit à l'aérogare. Le capitaine Maten de la 11e compagnie, au moment où il passe près de l'aérogare, juste après son parachutage, entend une sonnerie téléphonique persistante non loin de lui. Il cherche et découvre l'appareil, le décroche et comprend qu'une voix lointaine lui dit « Les otages sont rassemblés dans l'hôtel Victoria ». Cette information vient au bon moment et confirme parfaitement la direction de pénétration générale qui a été fixée par les ordres. Le coup de téléphone est un extraordinaire coup de chance, puisqu'au fond, au départ, on ne savait pas très bien où étaient les otages. Ceci étant, il faut bien voir que Stanleyville, à l'époque, c'est 200 000 habitants, donc c'est aussi grand que Charleroi. Et l'aérodrome, eh bien, il est situé à... l'aéroport de Stanleyville est situé à 3 km du centre-ville. C'est un peu comme l'aéroport de Gosselies. Alors vous imaginez que vous sautez à 350 parachutistes sur l'aérodrome de Gosselies, que vous devez délivrer des otages qui sont quelque part dans Charleroi et vous ne savez pas où. Ça, c'était le problème. Et le coup de bol incroyable, c'est que quelqu'un qui connaissait où étaient les otages, en tout cas les otages les plus menacés, a vu les parachutes dans le ciel vers 6 h du matin et a pris l'initiative de téléphoner à la tour de contrôle, dans les bâtiments en fait, de l'aéroport. Et la chance a voulu qu'un parachutiste décroche. Or, il se faisait que dans notre compagnie, la 13e, il y avait un parachutiste qui était originaire de Stanleyville, qui savait exactement où était l'hôtel Victoria. Donc, on s'est mis en route vers l'hôtel Victoria. Un fabuleux coup de chance pour les paras. Mais ils savent désormais que chaque minute compte. Ils réussissent à parcourir les 3 km qui les séparent de l'hôtel Victoria
en une demi-heure. Mais bien sûr, les rebelles du centre-ville ont eux aussi entendu les avions. Le moment que les otages ont tant espéré et tant redouté est arrivé. Et alors tout à coup, des rebelles sont arrivés dans nos appartements et nous ont dit « Allez, sortez tous, sortez tous, sortez tous ». Et là, je sens que j'ai eu très peur. Parce que je crois que j'ai compris la peur de mes parents, parce qu'elle était communicative, elle était réelle, l'ambiance, tout. Et c'était pas normal que si tôt le matin, je sais plus si c'était 5 ou 6 heures du matin, on nous demande de sortir. On nous a fait sortir de l'hôtel Victoria, enfin, tout le monde n'est pas sorti, il y en a qui se sont barricadés dans leur appartement. Et alors on sort, bon, je suis près de maman, près de ma soeur, près de papa, ok, et je sors et je sais que le premier sentiment c'est d'avoir été terriblement ébloui par le soleil. Mais oui, on avait vécu, je ne sais plus combien de jours, dans une chambre dont les tentures étaient fermées, et alors à cette sortie, cet éblouissement, et alors il y avait une colonne de Simba, tous déguisés comme j'avais jamais vu. Des pagnes, des plumes, des branchages, des dessins sur leur visage, armés. C'était effrayant. On nous a fait aligner en colonne par 4, entourés par une douzaine de Simba, et le colonel OPP, qui était à la tête de ces hommes. Le colonel OPP, c'était le numéro 2 de l'armée populaire, de l'armée de libération congolaise, l'armée rebelle, et c'était un ancien de l'ANC. Et c'était un brave type avec qui je m'étais arrangé. Il m'a toujours aidé pendant la rébellion. Et je lui avais dit, colonel, si vous nous aidez à en sortir, je vous aiderai à en sortir aussi, vous pouvez compter sur moi. Là, vraiment, il y a une peur, une prise de conscience. Et dans cette peur, je me rends compte qu'on ne s'effondre pas. Ni les adultes qui étaient autour de moi, ni moi, ni les autres enfants, je suppose. On a de nouveau un comportement adéquat. Et alors, ce colonel OPP a dit au groupe des 200 otages qui se trouvaient au milieu d'eux, nous allons vous diriger vers vos frères qui ont atterri en parachute. Nous allons vous diriger vers vos frères. Comme cela, si vos frères veulent nous tuer, ils devront vous tuer puisque nous serons derrière vous. Raisonnement ridicule, mais c'était le raisonnement qu'il a utilisé. Et puis il a dit encercler le groupe des 200 et marcher vers les parachutistes. Et marcher vers les parachutistes. Donc là, j'ai senti qu'il voulait nous sauver, donc en nous amenant, au lieu de nous tuer tout de suite, de nous amener vers les parachutistes. En fait, on ne savait pas si on allait servir de bouclier, qu'ils allaient se protéger derrière nous, ou si on allait servir de monnaie d'échange. On a commencé à entendre crier dans le fond. J'ai le souvenir que l'hôtel est derrière nous. J'ai le souvenir que c'est une avenue boisée et qui fait un coude. Et de ce coude, on a entendu des cris et des tirs. Et effectivement, c'était les parachutistes qui arrivaient, mais il y avait un angle aigu, on ne pouvait pas les voir arriver. L'objectif était très clair, c'était les otages qui étaient absolument prioritaires. On ne ripostait qu'au minimum, le but était de foncer là où étaient les otages, avec le risque évidemment, au retour vers l'aéroport, de se faire prendre sous le feu. Et on entendait les rebelles qui refluaient devant l'avancée des paras. On entendait des tirs, etc. Et les gens qui passaient criaient à ceux qui nous gardaient « Tuez-les, tuez-les, qu'est-ce que vous attendez? Leurs frères sont là. » Et par 2 fois, des rebelles spécialement excités ont dit « Mais ça, c'est le pire de tous en me montrant. Ça, c'est le coupable numéro 1, c'est le criminel. » Et ordonnant au colonel OPP de me tuer au moins moi tout de suite. Et le colonel OPP a dit « Avancez, il sera tué par ses frères. » Puis finalement, à la 3e sommation, les rebelles ont dit « Colonel Soleil, il faut le tuer tout de suite. » Et alors OPP a perdu patience et a dit « Si vous le tuez, vous aurez affaire à moi, je vous tuerai. » À ce moment-là, les autres rebelles ne l'ont plus cru et ils ont dit « Asseyez-vous tous par terre, asseyez-vous tous par terre. » Et finalement, est arrivé de derrière le coin un certain Major Boubou qui était un muet et qui était un demeuré et qui a fait des gestes terribles.
et qui a été interprété justement par les rebelles. Ça veut dire les parachutistes arrivent, tirés, et ils se sont mis à tirer sur nous. Nous étions tous assis par terre. À un certain moment, j'ai ouvert les yeux, et en ouvrant les yeux, j'ai vu autour de moi les corps par terre, ceux qui avaient été tués. On s'est levés tous, on s'est jetés partout, on s'est caché derrière un arbre, on a essayé de franchir une palissade, tout le monde s'est enfoui partout où il a pu. Papa et maman nous prennent par la main, veulent traverser vers la gauche, il y avait des maisons là. Ils ont voulu casser un carreau qui était en hauteur pour nous y réfugier. Ils ont commencé à mettre ma sœur qui est passée. Elle hurlait parce qu'elle sentait qu'elle allait être séparée de mes parents. Puis ils ont voulu me mettre moi, mais à ce moment-là, il y a une rafale. J'ai été légèrement blessée à la tête. Maman a été blessée au mollet, ce qui fait qu'elle a commencé à boiter. À ce moment-là, je me suis posé une question. Je fais le mort ou je m'enfuis? Mais ça va très vite, hein. Je veux dire que ça va plus vite pour raisonner que pour le dire. Je me suis dit non, si je reste, il risque de passer et de me tuer. Je me suis relevé, j'ai foncé droit devant moi. On tirait encore à ce moment-là. Nous sommes partis sur la gauche et là, il y avait une espèce de petit cagibi en U. Oui, un petit cagibi en U, il n'y avait plus de porte, enfin je ne l'ai pas vu cette porte. Et nous mettons là, et voilà qu'il y en a un qui prend le relais et qui vient avec mitraillette. Et là, papa dit c'est fini. Et je comprends ce que ça veut dire. Je le comprends. Et curieusement, il n'y a pas de peur. On est devant. C'est fait, ça va être fait, c'est fini. Et papa, qui a été militaire, entend qu'il a son fusil qui s'enraille. Hop, il nous reprend et on court autour d'un arbre. Là, il y en a un autre qui prend le relais avec une flèche, qui lance une flèche au dos de papa. Et papa se retourne et voit cette flèche arriver. Il échappe de peu, il a été blessé, mais pas trop. Et puis, ça continue. Et puis, ils se disent, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, je me suis caché en dessous d'un véhicule, en regardant autour de moi et en cherchant de quoi me défendre. Je dis, bon, maintenant, le premier qui approche, je ne me laisse pas faire. Et papa dit, il faut qu'on fasse le mort. Et je comprends ce que ça veut dire. Donc, on va se mettre auprès des autres blessés ou décédés. Et on se couche le long du trottoir. Et à ce moment-là, je comprends qu'il faut faire la morte. Donc, je ne bouge plus. Et il me semble que je suis à côté de maman. Papa devait être à ses côtés. Et juste à côté de papa, il y avait mon oncle Marco. Et mine de rien, on lève la tête, on a envie de voir ce qui se passe. Et voilà, là, ça a été aussi un moment d'une grande horreur, d'une grande violence. C'est qu'à un moment donné, je vois un Simba qui, j'ai l'impression, qui passe de l'un à l'autre pour tuer chacun, pour achever chacun. Et il arrive à mon oncle. Et je vois, au moment où je lève la tête, je vois qu'il tire sur mon oncle. Et je vois un jet de sang en V comme ça qui sort de la tête de mon oncle. Et je sais qu'il est mort. Et puis, il y a eu une minute de silence absolument terrible. Et alors, j'ai un autre réflexe, c'est que je me roule en dessous du corps de quelqu'un qui est de l'autre côté de moi. Et je me roule, ce corps me semble corpulent et me semble sécurisant. Et je me roule en dessous. Et voilà. Et je suis restée là jusqu'à ce que les paras viennent me retirer de là, quoi. Je crois qu'on est entré en ville par l'avenue Grison. Et puis on a rejoint la rue Lothaire en faisant un crochet. Il y a 2 zigzags là, si on peut voir, ça sont des cartes de Stanleyville. On s'est arrêté devant un petit bâtiment de l'Union des travailleurs congolais. Et à ce moment-là, on savait qu'il y avait eu un massacre parce que ceux qui étaient en tête, les Djipriki et les paras de la 11e compagnie, avaient tourné le coin avec l'avenue Sergent Quetelet. J'étais à 30 mètres du coin avec la Jeep et étaient tombés sur le massacre qui venait d'avoir lieu. Et alors, je suis sorti de derrière mon arbre, j'ai fait des bonds comme j'avais appris au service militaire, et quand je suis arrivé au bord de la route, tout à coup, j'ai vu des bottes militaires devant moi, j'ai levé le front, et j'ai vu que c'était un soldat blanc, et j'ai entendu le soldat disant « Allez, avancez, nom de Dieu !» avec un accent extrêmement bruxellois, et je me suis levé, je suis le consul de Belgique et nous sommes tous ici, etc. Et c'est comme ça que nous avons été libérés. Donc on est arrivé, comme on dit, un chouïa trop tard.
Et à ce moment-là, on est resté longtemps sur place, parce qu'il fallait s'occuper des morts, des blessés, des vivants. Et le colonel a quitté la Jeep à ce moment-là et a pris, je pense, la direction des opérations en ce qui concerne le massacre proprement dit et le secours qu'il fallait apporter à ceux qui étaient là. Ils étaient sous le choc, hein. Qu'est-ce que vous voulez, ça? Il faut bien vous dire qu'il y en a qui pleuraient, il y a des gens qui étaient complètement hagards, il y a des gens qui ne disaient rien du tout. Donc, moi j'étais consterné de voir ça. Je sais ce que c'est qu'un massacre. Et donc, on ne peut pas oublier. Une trentaine de victimes, belges pour la plupart. Il y a aussi un Américain, le fameux Dr Carlson, qui quelques jours plus tôt avait été condamné à mort par les rebelles. Les paras doivent rapidement quadriller la ville pour libérer d'autres otages. À 10h30, c'est la colonne de l'Omegang qui entre dans Stanleyville et opère sa jonction avec les paracommandos belges. Et bien voilà, le rideau tombe, Stanleyville est libéré, ou presque en tout cas. Et ici, bien sûr, eh bien, c'est une joie indescriptible. Les gens, les Belges surtout de Stanleyville, ont pleuré lorsqu'ils ont été libérés par les parachutistes. Ils ont pleuré dans leurs bras, car je dois vous dire que ce sont les parachutistes qui sont arrivés les premiers. En effet, il faut savoir que la colonne, dans laquelle nous étions d'ailleurs, a été retardée par plusieurs embuscades. Mais les paras étaient là, ils ont réalisé un travail formidable. Après avoir soigné les blessés, on a évacué vers l'aéroport, où on a encore eu des tués en cours de route, parce qu'il y a encore des rebelles isolés à gauche à droite. Tout ce qui suit se passe de commentaires et justifie, sans qu'il soit besoin de paroles, la valeur indiscutablement humanitaire de l'opération de sauvetage entreprise. Vous êtes évacué tout de suite à ce moment-là? De nouveau, je n'ai pas la notion du temps, mais les blessés les plus graves sont partis avant, dont ma tante et maman. Je me souviens l'avoir vu embarquer dans, je ne sais pas comment on appelle ça, ces camionnettes avec une benne, comme une benne pour ouvriers, avec une tôle ondulée. Et là, il y avait 2-3 blessés dans cette benne, et maman est partie. Et là, ça a été horrible aussi parce que, quand est-ce que j'allais voir maman? Papa, je ne me souviens pas l'avoir vu à ce moment-là. Il était aussi blessé, mais il n'avait pas été évacué dans la même maison que nous. Donc, papa, je ne l'ai plus vu pendant longtemps. Mon frère a été tué à côté de moi. Et vos enfants? L'aîné a eu une éraflure de balle juste sur le cuir chevelu, mais très superficielle. Oh, nous n'avions pas de chez nous, notre chez nous c'était au Congo. Hein. On verra, on se débrouillera. Et puis alors nous sommes partis avec d'autres personnes entre Stanleyvillois, tout le monde se connaît, donc on a pris les 2 petites penefs et on s'en est occupé. On n'arrêtait pas de nous dire « ça va aller, c'est fini, ça va aller, c'est fini ». On avait besoin de l'entendre souvent. Et puis je me souviens, je me vois monter dans cet avion et on s'est assis là. Donc vous repartez avec votre petite sœur uniquement? Avec ma sœur, et si je ne me trompe pas, avec la dame qui nous avait à la main et qui prenait soin de nous, qui nous guidait. Tous les Belges qui étaient à Léo étaient là pour accueillir les réfugiés et les héberger en attendant la suite des événements. Et puis nous avons été rapatriés en Belgique, et là c'est ma grand-mère maternelle qui nous attendait, mes grands-parents maternels qui nous attendaient. Et ça a été enfin un visage familier. Arriver sur le sol belge, c'était vraiment le moment du soulagement. Beaucoup de personnes étaient là pour nous accueillir. Et très vite, ma grand-mère nous a repérés. Donc, elle avait ma sœur dans les bras, moi à la main. Et voilà, nous avons été accueillis très vite dans leur petite maison à Etterbeek. Et je me souviens du premier repas qu'elle nous a fait. C'était des macaronis au fromage, au jambon au fromage. Et ça avait la saveur du réconfort. Ah, c'est incroyable, oui. Plus de 1500 otages libérés à Stanleyville et puis évacués, l'opération Dragon Rouge peut être considérée comme une réussite. Mais les paras n'ont pas le temps de se reposer sur leur laurier. Le 26 novembre, 2 jours après le saut sur Stan, ils s'embarquent, toujours à l'aube, pour une 2e opération de sauvetage.
Ils vont cette fois sauter sur Polis, une cité en pleine forêt équatoriale à 350 km au nord. La mission reste d'une rare complexité et le danger est ici peut-être plus grand encore. Dragon rouge est pratiquement terminé et pour nos paracommandos, Dragon noir commence. Il est 6h02 ce jeudi 26 novembre lorsque les parachutes se déploient au-dessus de Polis. Ici, la fusillade est nourrie et dangereuse. On était sur l'objectif, on était attendu. Parce qu'on savait, bien entendu, les Simba de Police savaient que 48 heures avant, il y avait eu Stanleyville. On était attendu, et on était attendu par des mitrailleuses .50. Donc c'était encore plus difficile. Oui, ça a vraiment été chaud. Pendant cet engagement, des petits groupes motorisés sont formés, chacun avec un guide volontaire. Ces hommes mettront à leur actif le sauvetage périlleux de bon nombre d'isolés en brousse. Et de nouveau, les rescapés arrivent en masse. Les rebelles sont nombreux, mais tenus en respect dans les broussailles environnantes. Et avant le dernier embarquement, notre dernier peloton sur le terrain se couvre en mettant à feu un artifice fourni par les aviateurs américains et constitué par des pétards divers simulant un tir d'infanterie parfaitement imité. Ça a été terminé. Après Police, on nous a fait rentrer et de Stan sur Kamina et de Police directement sur Kamina pour des raisons de politique internationale. Quelles étaient ces raisons? Ah, ça, c'est M. Spack qui aurait pu vous répondre, mais il est bien certain qu'on voulait absolument montrer que nous n'étions pas là pour reprendre pied au Congo, mais simplement pour sauver des gens. La décision difficile qu'a dû prendre le colonel Laurent, c'est de résister à l'insistance de ces jeunes officiers et des paras qui voulaient continuer des raids en brousse dans les environs de Police, dans la province. Nous avions fait des raids jusqu'à 45 ou 50 km, ce qui signifie 100 km aller-retour, en terrain ennemi, puisque nous étions encerclés, et pour rechercher des colons, des missionnaires, etc. Et ça devenait de plus en plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'il fallait... évidemment, les colonnes de Simba remontaient vers nous, d'une part, et puis il fallait franchir plusieurs ponts. Franchir plusieurs ponts qui pouvaient être détruits au retour, et nous pouvions tomber dans des embuscades épouvantables, tant pour nous que pour les otages ou les réfugiés qui nous auraient fait confiance. Et donc, la mort dans l'âme, je dois dire, le colonel Laurent a dû décider de dire non à ces jeunes officiers et jeunes parents enthousiastes. Car dans le nord-est du Congo, il reste de nombreux Européens plus ou moins dispersés. À Ouassa, par exemple, il y a beaucoup de religieuses et de missionnaires belges. Aux mains des rebelles, ils espèrent que les paras vont aussi sauter chez eux, en vain. On disait peut-être qu'on viendra parachuter à Ouassa comme on a parachuté à Police. Donc vous pensiez finalement que vous alliez être protégé? Ah oui. Qu'il ne se passerait rien pour vous? Ben, oui, on espérait, enfin. Hein? Nous avons cru ça, hein? Nous attendions sur la Barza même qu'on vienne nous chercher. Et on n'est jamais venu. C'est les parachutages à Stanleyville et à Police. C'est ça qui a amené les affaires, enfin, le trouble. Pendant la nuit, on a entendu qu'on passait avec des voitures, mais on ne savait pas quoi. Et on est allé jusqu'au fleuve, à 9 km, plus ou moins. C'est là que tous les sœurs et les Européens qui étaient là ont été tués. En représailles au dessous des paras, des Simba en provenance de Police sont arrivés à Ouassa le soir du 26 novembre. 9 religieuses, 6 missionnaires et plusieurs autres Belges sont tués sauvagement, puis jetés dans la rivière Kibali. Les rares rescapés se terrent pendant plusieurs semaines. Ils ne doivent leur salut qu'à l'aide et à la discrétion des populations locales. C'est le lendemain, oui, le lendemain, quand on a su que tout le monde était mort. C'est les abbés qui ont envoyé des enfants dire « Vous devez vous cacher, vous ne pouvez pas rester là-bas ». On a fermé toutes les portes. Et puis on a dit « Non, ce n'est pas encore assis, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Vous devez aller dans une petite place pour vous cacher ». Et nous avons été nous cacher là-bas. Les infirmières et nos travailleurs ont essayé de nous mettre à cette place-là. Donc ils savaient, tout le monde savait où nous étions.
Donc c'est vraiment la solidarité congolaise qui vous a marqué à ce moment-là? Je vous assure que les gens ont fait vraiment tout ce qu'ils ont pu pour nous. On aurait dû être tués 10 fois. Hein. C'est grâce à eux que vous êtes encore en vie? Oh oui, bien sûr. Oh oui. Ça, une générosité formidable. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous dans cet événement? Le moment le plus difficile pour vous, c'était lequel? Ben, de se retrouver tout seul comme ça, on aurait voulu être mort. Hein. Ça me gênait de ne pas être tué. Est-ce qu'avec le recul, il n'aurait pas fallu, comme certains l'ont dit, sauter à d'autres endroits encore, voire même sauter à plusieurs endroits simultanément? Dès le départ, on avait décidé que ce n'était pas une opération d'évacuation globale. Ça faisait partie de la décision de départ, parce que l'objectif était une mission humanitaire là où il y avait une concentration d'otages. Ce n'était pas une mission pour essayer de rapatrier toutes les personnes qui étaient en difficulté. Et ceux qui ont pris cette décision ont assumé les conséquences de cette décision. La décision, c'était se concentrer sur Stanleyville d'abord. Là, les opérations militaires se poursuivent après la libération. L'armée congolaise et surtout les mercenaires ont sécurisé la rive droite du fleuve Congo. Il leur faudra 3 jours pour réussir à investir la rive gauche où de nombreux otages sont encore retenus par les rebelles. Il y a d'abord les mortiers, les pelotons mortiers qui ont arrosé la rive gauche. Ensuite, l'aviation a strafé la rive gauche. Nous avons embarqué avec le groupe du lieutenant Kowalski. Et nous avons passé le fleuve, donc sans savoir ce qui nous attendait de l'autre côté. Nous n'avions aucun soutien, nous étions une vingtaine. Et on a repris, au fur et à mesure, rue par rue, la rive gauche, jusqu'au moment où nous avons trouvé la maison où se trouvaient donc tous les corps de ces gens qui avaient été massacrés, les sœurs espagnoles. Pratiquement tous les habitants européens de la rive gauche avaient été massacrés. En inspectant la maison, on a entendu du bruit, on a entendu des cris. Nous sommes descendus dans les caves et là nous avons retrouvé 4 survivants. C'est-à-dire il y avait 2 petites filles, 6-7 ans, qui avaient été frappées à coups de machette. Nous avons retrouvé la grand-mère qui avait également été frappée à coups de machette et la maman des 2 petites filles. Le papa, malheureusement, avait été tué et son corps se trouvait sur la barza. Dès le lendemain, on a commencé à mettre sur pied le plan de nettoyage et de reconquête des cités, qui était encore pleine de rebelles. Hein. Les rebelles venaient et nous harcelaient à partir des cités. Et on a fait des patrouilles jusqu'à 30-40 km autour de Stade pour rechercher le plus possible d'otages qui se seraient cachés dans la brousse ou dans des habitations se situant hors de la ville. Donc ça a été très éprouvant physiquement, mais disons qu'au point de vue bagarre, on ne peut pas dire qu'on a rencontré énormément d'opposition. Vous avez pu récupérer beaucoup d'otages comme ça? Alors, je pense qu'on doit avoir récupéré en tout à peu près 1500, 1800 otages européens. Je dis bien européens parce qu'il ne faut pas négliger non plus les milliers d'otages congolais qu'on a sauvés. Hein, parce que, quoi qu'on en dise, on n'était pas raciste, on était autant là pour les Congolais que pour les Européens. Dans les jours qui suivent, l'armée nationale congolaise réoccupe progressivement Stanleyville et ses environs. La population aura à subir de nouvelles scènes d'exécution, cette fois dans le camp rebelle. Le Meugheim du colonel Van de Waal, toujours encadré par des officiers belges, poursuivra sa mission jusqu'à l'écrasement complet de la rébellion. Mais déjà, cette forte présence belge dans la colonne suscite questions et réactions. Je sais qu'en tout cas, j'ai eu quelques problèmes après, parce que dans une émission de 9 millions, j'avais dit, on m'avait posé la question, oui, mais enfin, les Belges étaient là pour faire de l'intendance, pour faire la logistique. Je dis non, c'est les Belges qui commandaient la colonne. Et Spaak avait été très, très fâché de ça. Je sais qu'il avait même demandé des sanctions sévères. Et que c'est, heureusement, le Premier ministre Théo Lefebvre qui a volé à mon secours en disant « Mais non, ce garçon fait son métier, c'est tout ». C'était reconnaître implicitement que
Vous avez eu raison d'ailleurs. C'est là qu'on peut penser qu'il y avait une arrière-pensée politique et chez les Belges et chez les Américains, c'est que grâce aux colonnes, on allait pouvoir occuper le terrain. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que les paras sont repartis, mais les autres sont restés. Les mercenaires, tout ça, sont restés. Et puis Mobutu est arrivé 5-6 jours après et a pu crier victoire. Et 1 an exactement après, il prenait le pouvoir. Le 1er décembre, les paracommandos rentrent au pays. En 6 jours, ils ont sauvé plus de 1500 otages et les pertes sont limitées dans leur rang. 2 paras tués, une douzaine de blessés. Dragon Rouge est un succès. Ils ne s'attendent cependant pas à l'accueil que vont leur réserver les Belges. Nous étions tous fatigués, nous étions dans notre tenue de combat, on s'était mal lavé pendant 4-5 jours, on sentait mauvais, je l'ai même dit à l'officier de la place d'Ailly, on pue et on n'a pas envie de défiler. Il m'a répondu que ce n'était pas un défilé comme les autres et que de toute façon il n'y avait rien à faire, le roi serait là, etc. Le courage et la détermination que vous avez montrés dans l'accomplissement de votre mission sont allés droit au cœur de tout notre peuple. Pour cette œuvre humanitaire, certains d'entre vous ont donné leur sang et leur vie. Leur sacrifice fait honneur à votre régiment et à notre jeunesse. Et alors, nous avons défilé rue Royale, et je peux vous dire que jamais j'étais aussi fier d'être belge. C'était noir de monde. On est arrivé place Poulart, devant le palais de justice, c'était rempli. Et alors, il y avait au fond la fanfare des parachutistes qui jouait cet hymne qui est tellement merveilleux, qui est l'hymne des paras. Cette chose formidable, cette foule qui criait « Vive l'armée, vive les paras ». Il y a même quelques gens qui criaient « Vive Florent ». Sans doute des gens de la famille, je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il y avait un tel enthousiasme. Merci les paras, vive l'armée en Belgique. C'était extraordinaire. J'avoue que ça m'a terriblement réconforté. Et en plus de ça, les hommes étaient si heureux. De voir l'accueil vrai, chaleureux, pas fabriqué, pas de circonstances. C'était un cri du cœur. J'ai repris le tram, j'habitais à Bruxelles à ce moment-là chez mes parents. J'ai repris le tram en uniforme. Et évidemment, tous les yeux étaient rivés sur le jeune parachutiste qui revenait de Stanleyville. Puis, on était assez fiers, je dois dire. Sur la scène internationale, en revanche, l'accueil est nettement moins enthousiaste. De vives protestations s'élèvent contre cette intervention belgo-américaine. L'URSS et la Chine y sont bien sûr hostiles, guerre froide oblige, mais ils ne sont pas les seuls. En Afrique et ailleurs, on montre du doigt notre petit pays. La Belgique va devoir rendre des comptes. 10 jours après le retour triomphal des paras, Paul-Henri Spaak s'envole à nouveau pour New York. Il va devoir défendre l'opération belge face au Conseil de sécurité de l'ONU. Son discours du 11 décembre marquera les esprits. Ah, ça, je puis vous dire que ça a été un de mes moments les plus fantastiques de ma carrière. D'abord, en avion, j'étais avec M. Spaak, et M. Spaak, pendant tout le voyage, m'a posé des tas de questions dans le désordre pour se renseigner sur ce qui s'était passé en disant « Vous êtes mon dossier vivant ». Et puis, nous sommes arrivés à New York et pendant 2 jours, M. Spaak et sa délégation ont assisté au débat. Et puis finalement, il a pris la parole le 3e jour. Il a fait un discours absolument admirable, commençant par la phrase « Je ne viens pas ici en accusé, encore moins en coupable ». Notre conscience n'est pas trop chargée, car tous les étrangers qui ont été libérés à Stan, presque tous, nous ont déclaré qu'ils étaient persuadés que si l'opération n'avait pas eu lieu, ils auraient été massacrés. Bien sûr, je déplore, et je déplore grandement,
les victimes de Stanleyville. Mais messieurs, voulez-vous me dire quelle serait la situation des hommes responsables aux États-Unis et en Belgique si nous n'avions pas fait l'opération? Il a parlé pendant 1h30 et je crois que c'est le sommet de l'éloquence que j'ai jamais entendu dans ma vie. Et j'étais presque en larmes par derrière, ça je puis vous assurer. J'ai beaucoup plaint les délégués de pays hostiles à la Belgique qui ont dû prendre la parole pour nous condamner après le discours de Spaak. Parce qu'avant le discours, ils avaient déjà l'air peu crédibles. Après le discours, ils avaient l'air absolument ridicules. Et finalement, le débat s'est conclu par sans aucune motion, pas de motion de confiance, pas de motion de défiance, rien du tout. Le débat, on est passé à l'ordre du jour, mais donc la condamnation de la Belgique n'a jamais eu lieu. Un an plus tard, presque jour pour jour, le 25 novembre 1965, le général Mobutu prend le pouvoir. Le Congo entre alors dans une nouvelle phase. L'épisode des otages et des parades de Stanleyville laisse dans les esprits belges des sentiments contrastés de douleur et de réussite, à l'image de ces scènes si discordantes de massacres dans les rues congolaises et puis de liesse dans les rues de Bruxelles au retour des paras. En tout cas, l'histoire du Congo et l'histoire de Belgique s'étaient une fois de plus donné rendez-vous ce jour-là.